peut comprendre que pour les forces de l'ordre qui tentent d'interpeller un délinquant récidiviste, qui sont visés par ce véhicule qui fonce sur eux, se retrouver en garde à vue, finalement, on a presque l'impression que les faits sont inversés. Oui, je pense qu'on a un véritable souci parce que la société a évolué. Je pense qu'il faut savoir ce qui va se passer dans les années à venir pour savoir quel va être le comportement des policiers. Malheureusement, les policiers dans les années à venir vont être amenés à davantage utiliser leurs armes parce qu'en fait, un rapport est très important qui permet de décrypter l'évolution de la société occidentale. C'est le monde vu par la CIA en 2040 qui remet à chaque fois à chaque président des États-Unis. Qu'est-ce que décrypte ce rapport? C'est qu'en fait, les sociétés occidentales vont être marquées par deux phénomènes qui sont majeurs: la polarité et la radicalité. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez un débat ou un désaccord sur quelque chose, vous arriviez en fait à vous mettre d'accord et à le faire à l'amiable. Là maintenant, ça se polarise et donc du coup, quand quelqu'un n'est pas d'accord, et ben, le désaccord se marque de plus en plus. Et le deuxième phénomène qui est important, c'est la question de la radicalité. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir des joutes verbales. Là maintenant, ça part tout de suite en coup de couteau ou en acte plus violent. Et malheureusement, c'est l'évolution de la société et dans les 30 années à venir, ce sera de pire en pire. Et face à cette situation, obligatoirement, les policiers, comme la société deviendra plus radicale, vont être amenés à faire usage de leurs armes. Je pense que le témoignage de Maître Liénard est très important parce que ça permet de voir, moi ça m'a fait penser au documentaire sur les présidents de la République qui déclenchent une guerre. Et à chaque fois, ils sont dans le même embarras, c'est-à-dire qu'ils disposent du droit de vie ou de mort, et ils doivent, parce qu'ils ont le monopole de la violence légitime en l'occurrence, et ils doivent prendre une décision qui est difficile, soit protéger des vies qui sont les leurs, dans l'occurrence pour les policiers, celle de leurs collègues et le président de la République, celle de leurs citoyens, soit prendre la vie de quelqu'un. Et personne ne va être dans cette situation, contrairement à ce que dit la France Insoumise et d'autres partis politiques. Face à ça, moi je pense qu'il y a trois pistes qui doivent être intégrées au Beauvau de la sécurité ou aux États généraux de la justice. C'est soit pour protéger davantage les policiers parce que leurs carrières sont mises en jeu et de toute façon ils vont être plus amenés à utiliser leurs armes. Soit on doit mettre en place une immunité pénale pour les policiers sur le modèle de ce que possède le président de la République. Ça veut dire que si par cas, dans l'exercice de leur fonction, si par cas ils vont trop loin, et ben dans ce cas-là, l'IGPN pourrait lever leur immunité pénale, ou comme les parlementaires. Le deuxième point, c'est de régler la question des procédures pour raccourcir les délais de procédure afin que les décisions se prisent plus rapidement, afin d'enlever l'épée de Damoclès sur la tête des policiers sur le plan administratif et sur le plan judiciaire. Le troisième point, de ce que disent les syndicats de policiers, c'est pas la bonne solution, c'est la question de la présomption légitime défense, dans laquelle ils considèrent qu'en fait ça réglerait pas le souci, ça apporterait un petit bonus en fait au début, mais ça alourdirait toujours la question de l'enquête administrative et pénale. William Tay, est-ce que Gérald Darmanin, dans son combat, dans son soutien systématique aux forces de l'ordre, il est un peu esseulé? On parlait à l'instant d'Emmanuel Macron, mais on parle aussi beaucoup de la relation avec Éric Dupond-Moretti, c'est-à-dire qu'avoir un ministre de l'Intérieur aux côtés des forces de l'ordre qui veut taper plus fort ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre, c'est bien joli, mais si la réponse pénale ne suit pas, ça va rester des mots. Il semblerait que Gérald Darmanin soit un peu isolé au sein du gouvernement et au sein de la majorité parlementaire. En fait, ce qu'on comprend à peu près, c'est que Gérald Darmanin s'est maintenu parce qu'il est utile pour le président de la République. Malgré tout, il apparaît en désaccord sur un certain nombre de sujets. En tout cas, il apparaît comme aller trop loin par rapport à une partie de la majorité présidentielle, notamment les historiques d'Emmanuel Macron, ce qu'on appelle les mormons et les cadres historiques. Je pense qu'il y a un sujet dessus. Ils ne sont plus là pour certains. Il y en a certains qui ne sont plus là, mais il y a Sacha Houlié, par exemple, encore. Ouais. Et c'est là où président de la commission des lois. Et qui s'est opposé à Gérald Darmanin sur la question du droit de vote des étrangers. Je pense que le sujet essentiel pour Darmanin, c'est que Darmanin, en fait, il sait qu'il est isolé politiquement. Et donc, du coup, depuis le début de l'été, en fait, il essaie de faire pression de l'opinion publique sur la majorité parlementaire et sur le gouvernement. Et il prend l'opinion publique à témoin sur le modèle de ce qu'avait fait à l'époque Nicolas Sarkozy et Manuel Valls. Et je pense que le sujet essentiel pour Darmanin, c'est qu'il sait qu'il n'aura pas de soutien politique dans les mois à venir et qu'en fait, le gouvernement et la majorité parlementaire vont le soutenir par défaut parce que les textes qu'il va proposer seront de plus en plus acceptés par les Français. Et c'est le seul moyen en fait, qu'il a de faire pression sur le gouvernement. Il va dire notamment à Éric Dupond-Moretti, on est obligé d'adopter une politique plus répressive sur le plan pénal parce que 90% ou 75% des Français sont pour ce type de politique. On va devoir faire accepter mon texte sur l'immigration parce que 75% des Français veulent limiter les flux migratoires. Et c'est tout le sens de son action politique. Maintenant, moi, je pense que Gérald Darmanin, il est à croiser des chemins. Soit il arrive à avoir des actions, ce qu'il n'a pas réussi pour l'instant, notamment sur le fiasco au Stade de France et sur les questions du l'imam Iqoussen. Oui. Soit, et il a un destin politique éventuel et il peut songer à aller plus loin, soit il finit comme Manuel Valls à enchaîner les bourdes, comme sur Dieudonné, sur Leonarda, et dans ce cas-là, il s'écroulera politiquement et il aura plus de base comme Manuel Valls, qui était en marge du Parti socialiste à l'époque, et Darmanin peut se retrouver en marge de la majorité présidentielle. William Tay, c'est vrai que ce sentiment d'impunité, on en a beaucoup parlé récemment. Il y a une affaire de cambriolage où l'un des coupables dit à son compère: on est en Seine-Saint-Denis, de toute façon, on sera dehors demain. C'est vrai, quand on voit d'un côté la police à qui on demande d'interpeller toujours plus, d'avoir une certaine politique du chiffre, de l'autre, en fait, on n'est pas en capacité de les juger ou de les incarcérer, l'impunité, on peut comprendre finalement qu'elle se développe.
Vous savez, même les délinquants ont un comportement rationnel. Et donc, du coup, ils font une évaluation bénéfice-risque. C'est-à-dire, est-ce que l'acte que je commets me rapporte plus que ce que ça pourrait me coûter éventuellement? Sur la question du cambriolage, ils se disent vraisemblablement, le butin espéré sera plus important que les peines qui sont encourues. Et si par cas, on arrive à nous attraper, et même si on arrive à nous attraper, est-ce qu'on va être condamné effectivement à de la prison? C'est une question qui se pose. Et de la même façon, sur la question des refus d'obtempérer. Parce que quand vous prenez une personne qui refuse d'obtempérer, on prend l'ordre. Souvent, ils sont en situation délicate, ils n'ont pas le permis de conduire, ils sont sous la conduite de stupéfiants. Si par cas ils s'arrêtent, ils sont sûrs d'être condamnés. La police prononcera une condamnation, une contravention à minima. Si par cas ils refusent d'obtempérer et qu'ils continuent tout droit, déjà, premièrement, il faut qu'ils se fassent attraper, ce qui n'est pas sûr, parce que les policiers n'ont pas le droit de course-poursuite, et ils n'ont pas le droit de tirer également, ils ont le droit de tirer uniquement si leur vie est mise en danger. Et ensuite, si par cas ils se font attraper, est-ce que leur peine d'emprisonnement ou leur condamnation éventuelle sera importante? Et je pense que ce qui est important, c'est de redonner du sens à la peine. Aujourd'hui, on se trompe de doctrine, et je pense qu'on aura un sujet également sur la question des prisons, c'est que en fait, la prison doit être le moyen de mettre hors d'état de nuire des personnes qui sont nuisibles à la société. Est-ce qu'on considère que les personnes qui refusent d'obtempérer sont nuisibles à la société, oui ou non? Moi, je pense qu'ils sont nuisibles à la société dans la mesure où ils défient l'ordre républicain, donc ils défient l'ordre de la France, et ils défient en fait le monopole de légitime violence de la part des policiers. Et si par cas vous avez de plus en plus d'actes comme ça, et ben c'est tout l'ordre républicain qui s'effondre. Donc tant qu'il faut même le condamner à 1 mois ou même 2 mois d'emprisonnement, il faut appliquer l'effectivité des peines. Et une fois qu'on partira sur cette doctrine, le ministre de la Justice, évidemment, les magistrats du siège sont indépendants, mais le ministre de la Justice peut donner des circulaires et donner des tendances d'une politique pénale. Il peut dire, nous avons le souhait et nous avons la volonté même d'avoir des peines de prison courtes pour que le type comprenne. Vous aviez par exemple dernièrement la situation de Patrick Balkany. Ce qu'il explique notamment à l'évolution de cet état physique, c'est même 3 mois d'emprisonnement a un impact sur les personnes. Et je pense que quitte à se mettre des peines qui sont plus courtes, il vaut mettre des peines qui sont plus courtes mais qui sont effectives. Les fédérations de pompiers disaient dans les colonnes du JDD, c'était dans une tribune, ils disaient ceci: n'abandonnons pas nos soldats du feu devenus soldats de la vie, aujourd'hui soldats du climat, dès l'été fini. Parce que c'est vrai que William Tell, le risque avec ce genre de déclaration, c'est que là on sort effectivement des incendies, il y a eu les orages en Corse, on est au cœur de l'actualité, on y pense. Malheureusement, là aussi, les pompiers avaient alerté sur le côté, il faut aussi penser à nous et nous donner plus de moyens toute l'année et pas uniquement faire des déclarations quand ils sont justement au front. Il faut qu'Emmanuel Macron se remémore ce qu'avait dit Pierre Nora sur la politique mémorielle. C'est-à-dire qu'une commémoration ne doit pas être uniquement une question d'émotion, mais doit être un moment d'histoire pour se souvenir des actions passées et pour que ça s'inscrive dans un temps présent et que ça guide notre action future. Emmanuel Macron a raison de féliciter les soldats du feu et les autres personnes qui se battent au quotidien, dans la mesure où les pompiers ont des problèmes de recrutement, ont des problèmes de questions de quête de sens, c'est le problème immatériel. Mais il ne faut pas que le problème immatériel et l'hommage d'Emmanuel Macron masquent les problèmes matériels. Les deux vont de pair. Et le sujet qu'on a essentiellement sur la question des fonctionnaires, c'est qu'en fait, à chaque moment d'actualité, on félicite les fonctionnaires ou ceux qui travaillent au service de l'État et au service de l'intérêt général au moment où ils sont exposés, et puis on oublie leur action passée. On a parlé de la question des policiers. Les policiers étaient félicités au moment des attentats de janvier 2015 et de novembre 2015. Et ensuite, après, c'est aide-honneur où ils étaient applaudis assez massivement. Tout à fait. Et ensuite, après, dès que ce risque attentat a diminué, certaines forces politiques en ont profité pour faire de la polémique sur la question de la police tue. On a félicité les aides-soignants, notamment pour la crise sanitaire, et chacun a applaudi à 20h à sa fenêtre. Et ensuite, après, on a oublié la question de l'hôpital et la question des réformes structurelles. On voit la crise des urgences, du SAMU, du système de santé français actuellement. Pour leur permettre d'aller plus loin, notamment, et pouvoir retrouver du sens et au moins retrouver un niveau de rémunération qui soit équivalent à ceux de nos voisins allemands. Sur la question des pompiers, il ne faut pas oublier aussi tous les problèmes qu'ils effectuent. Il ne faut pas oublier également que nous affrontons pas uniquement un réchauffement climatique, mais un dérèglement climatique. Et que les services de protection civile vont être exposés dans les années à venir sur la question des incendies, sur la question des inondations, sur la question des problèmes d'eau, et que ce sont eux qui vont être en première ligne pour soutenir la population. Et si on prend en compte cette logique-là, et qu'Emmanuel Macron se remémore de la logique gaullienne, parce que son intervention s'inscrivait dessus, il doit penser au temps long, et notamment via le commissariat au plan. William Tell, on va parler juste après des chantiers de la rentrée, mais rien que là-dessus, sur la prévention de tous ces risques climatiques, sur la façon dont on peut indemniser les professionnels, les particuliers, on sent que si vraiment le gouvernement veut se dire il faut qu'on mette en place un modèle qui cette fois soit pérenne, parce que bien sûr chaque fois il y a des indemnisations, mais pour l'instant on voit qu'on essaye de trouver le modèle qui peut correspondre, ça va être un chantier absolument titanesque. Oui, c'est un des enjeux majeurs du XXIe siècle et Emmanuel Macron doit prendre dans sa phase de transition ce sujet à bras-le-corps. Je pense que le point essentiel, c'est de savoir dans quel monde on va vivre et quelles ont été les politiques publiques qui ont été menées actuellement.
Je pense qu'on va perdre la question du réchauffement climatique. Je pense qu'on va perdre ce combat, qu'on n'arrivera pas à limiter les effets de hausse de température sur le globe, parce que les États-Unis et la Chine ne respecteront pas leur deal, notamment parce que la Chine s'est retirée des accords climat avec les États-Unis et qu'on n'y arrivera pas. Donc du coup, je pense que tout le produit de ce qu'on appelle la fiscalité environnementale, on dépense à peu près depuis le protocole de Kyoto, entre 35 et 60 milliards d'euros par an sur ces sujets de réchauffement climatique. Je pense qu'on doit mettre tout sur 2 volets, la souveraineté énergétique à travers le nucléaire et l'autre partie sur la question des préventions par rapport au dérèglement climatique. On met tout dessus. C'est-à-dire que comme on sait que la hausse de température est inéluctable, au moins jusqu'à, je crois que dans nos calculs, c'est 2080 ou 2100, on va arriver sur cette hausse de température et donc du coup, on va mettre tout l'argent disponible ou une grande partie de l'argent disponible sur la souveraineté énergétique et contre les effets du dérèglement climatique qui repose sur plusieurs points. Sur la question des incendies, c'est-à-dire qu'il faudra mettre davantage une partie, en tout cas sur la protection civile, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Il y a un deuxième point sur la question des eaux, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte, comme l'eau est une ressource stratégique, on doit faire en sorte que les Français en disposent de façon à ce que ça puisse tenir. Oui, on a vu les réserves d'eau parfois comme en Corse ou même dans certaines communes où il y avait quand même déjà des restrictions d'eau. Des restrictions, donc ça suppose de mettre en place l'économie circulaire, de réutiliser les eaux usagées. Et troisième point, de créer des infrastructures assez fortes pour pouvoir stocker des eaux de façon plus importante afin de faire vivre la question des cycles qui est de plus en plus irrégulière. Et il y a troisième point, c'est la question de l'agriculture. On le voit notamment avec la guerre en Ukraine, que l'agriculture est désormais une ressource stratégique. Ça permet de faire déstabiliser, de faire tomber des régimes en Afrique. Et donc du coup, il faut mettre le paquet dessus pour faire en sorte que la France soit indépendante sur le plan alimentaire, voire exportateur, pour qu'on l'utilise comme outil géostratégique et économique. William Tay, justement, sur le Conseil national de la refondation, 1, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et 2, on nous explique que l'avantage de ce grand débat, ça sera de pouvoir échanger, notamment en amont avec les parlementaires. Échanger avec les parlementaires, c'est un travail qui normalement se fait déjà à l'Assemblée nationale. Donc quel est l'intérêt de se dire une loi, avant d'aller dans l'Assemblée comme la loi immigration, d'abord on en parle et ensuite elle arrive à l'Assemblée? Je pense que ça permet de construire un consensus sur le modèle de cogestion à l'allemande et de construire des politiques à long terme. Parce que la France est dans une situation délicate, elle est quasiment à la croisée des chemins. Emmanuel Macron avait plus tendance à dire à peu près la vérité, notamment lorsqu'il a parlé du modèle social français en disant qu'on dépensait un pognon de dingue. Je pense qu'il avait raison et je pense qu'il doit dire la vérité aux Français, c'est-à-dire que le modèle social français est mort. Le modèle social français est en faillite, il ne tiendra pas et la France est l'homme malade de l'Europe. Et pour pouvoir se relever, il faut prendre des décisions qui sont difficiles. Et il n'a pas l'assise politique, à la fois de façon électorale et à l'Assemblée nationale, pour pouvoir prendre des décisions qui sont difficiles. Et le Conseil national de la refondation lui permet d'élargir son assise politique et son assise dans l'opinion. Je pense que s'il le passe par l'Assemblée nationale, tout ce type de décisions vont être prises sur le plan politique. Et même si des forces politiques peuvent être pour les idées qu'il propose, ils voteront contre par opportunisme électoral et par opportunisme politique. Et donc il a besoin de prendre l'opinion publique à témoin pour expliquer que le modèle social français doit être rebâti. Je pense qu'il a un point qui peut être intéressant, Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire dans ce deuxième quinquennat. Quel rôle historique il peut jouer? Je pense qu'Emmanuel Macron est celui un peu comme Tony Blair ou comme Gerhard Schröder ou comme Bill Clinton ou Barack Obama, celui qui peut importer et transformer la gauche française en parti démocrate à l'américaine, en gros. Et le point clé qu'il peut faire, c'est comme Gerhard Schröder au début des années 2000, relancer l'homme malade de l'Europe qui est la France pour pouvoir lui redonner de l'élan pour qu'elle devienne première puissance européenne. Je pense que ça peut être un sujet qui peut être un sujet consensuel et qui lui permet d'élargir son assise politique à travers tous les sujets. Lorsque Gerhard Schröder avait fait ça sur le modèle de cogestion à l'allemande, il avait mis en place ce qu'on appelle les lois Hartz pour en fait lever les barrières sur la question de l'emploi. Actuellement, Emmanuel Macron, dans son livre Refondation, avait dit qu'il y avait des problèmes en barrière d'emploi et qu'il n'y avait pas de mobilité française. Pour donner un chiffre, il faut 6 générations pour une famille pauvre pour sortir de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il faut 120 ans pour qu'une classe populaire atteigne la classe moyenne inférieure ou la classe moyenne traditionnelle. Et on a des problèmes sur l'éducation, sur l'école. C'est-à-dire que le pacte républicain n'est pas respecté. Vous avez les mêmes sujets sur la question des territoires perdus de la République, c'est-à-dire que notre modèle républicain est moins attractif que celui de la loi des gangs. Vous avez d'autres sujets, notamment sur les questions régaliennes. Vous avez des questions de perspective et de prospective sur la question de la refondation de l'Europe, dans la mesure où le conflit en Ukraine a montré qu'on avait besoin d'une Europe géostratégique et qui soit utile, et surtout que la question de Taïwan va montrer l'utilité d'une Union européenne face au conflit entre la Chine et les États-Unis. Sur tous ces sujets-là, est-ce que si le débat à l'Assemblée nationale, vu le comportement de certains acteurs comme la France insoumise, est-ce qu'il peut y avoir un débat qui est serein? Et si par cas on institutionnalise ce débat dans le cadre d'un Conseil national de la refondation, il peut avoir une utilité. Moi je pense qu'Emmanuel Macron a été président de la République sur 3 discours précis.
le discours à la Sorbonne, où il a démontré une vision européenne, le 14 juillet 2020, lorsqu'il a parlé des lendemains qui chantent après le début de la crise sanitaire, et qu'il avait parlé, il était revenu dans un mythe gaulien de refondation et qu'il avait fait appel à la mémoire collective du CNR, et le discours d'hier, où il a expliqué quelle était l'importance et le prix à payer pour nos valeurs, et il est revenu sur une logique churchillienne et gaullienne, et je pense que c'est les 3 meilleurs discours comme président de la République. William Tay, ce genre d'initiative en prison, ça peut surprendre. Ça surprend et ça ne va pas dans le bon sens. Moi, je pense que sur Monsieur Angelo, son initiative, de toute façon, comme ça ne concerne pas des fonds publics, si par cas il le fait dans les quartiers, à la rigueur, c'est son affaire. Et je trouve que c'est une bonne initiative de vouloir aider les jeunes des quartiers. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen, mais en tout cas, s'il veut consacrer des fonds privés, son temps, c'est toujours bienvenu au moment où on dit que les personnes se comportent pour leurs propres intérêts personnels et pas pour les intérêts collectifs. C'est toujours bien d'avoir des gens comme ça. Par contre, la difficulté qu'on a, c'est qu'il l'a fait en prison. Alors que l'objectif qu'on a, je pense tous sur ce plateau, c'est redonner du sens à la doctrine pénale et de faire en sorte que la prison soit dissuasive. Et le message qui est envoyé à travers l'organisation de ce type d'événement en prison est multiple. Le premier point, c'est que la prison n'a pas un effet réparateur et dissuasif. Ça ne conduit pas à mettre hors d'état de nuire des personnes qui puissent nuire à la société. Et ça, je pense que c'est le sujet numéro 1. Le deuxième sujet, ça montre, alors qu'on est en période de vacances et que plus de 50% des Français ne partent pas en vacances et des enfants ne bénéficient pas de loisirs, vous avez des personnes et des détenus, alors qu'Éric Dupond-Moretti a dit qu'il était le ministre des détenus, les détenus ont davantage de droits que les Français moyens ou les Français de classe populaire. Je ne pense pas que ça aille dans le bon message. Le troisième point, pour moi, qui est essentiel, c'est qu'avec ce type de mesures et ce type de publicité, on dit aux personnes, dans la logique qu'on était tout à l'heure sur la question du coût-bénéfice, des personnes se diront si on part en prison, c'est cool, c'est un lieu de villégiature, c'est une sorte de centre de loisirs. C'est une initiative qui arrive une fois, je ne sais pas combien, et ce n'est pas toutes les prisons. Une fois, mais cet élément-là ne sont pas emprisonnés. Oui, mais cet élément-là va être plus médiatisé, comme tous les autres, lorsque on arrive dessus, quand on dit qu'on a le droit à un téléphone portable, qu'on a le droit à des frigos, etc. en prison. On n'a pas le droit de ça. Ça enlève le caractère dissuasif de la prison, et je pense que ça ne conduit pas à faire en sorte d'avoir un effet dissuasif. Je vais vous faire